Merci. Ça va être un peu compliqué. On m'a demandé de faire un petit peu la synthèse de tout ce qui s'est dit. Euh, Comment faire une synthèse de 100 belles choses, 100 choses dites avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il, il nous faut un moment, je pense, s'arrêter et réfléchir. Moi-même, acteur social, acteur éducatif, entrepreneur depuis 20 ans, et ces dernières années dans des institutions musulmanes, parce que c'est là qu'on m'a guidé, et c'est là où je trouve encore une grande carence. On essaie de construire cette société, et aujourd'hui, il y a des acteurs qui émergent et il y a des vraies institutions. Le CCF en est une, d'autres se construisent. À l'échelle d'Orléans, c'est l'UAMO, l'Union des associations musulmanes d'Orléans. Notre événement, le 12 mars, je crois, j'ai oublié la date. Non, c'est samedi 12 mars, c'est bien ça. Le 12 mars a réuni un peu plus de 3000 personnes. Euh, Dans l'idée de se dire que, voilà, en tant que citoyen, on a besoin de se connaître. On a besoin de se connaître, et je suis l'un des responsables aussi d'une mosquée à Orléans-la-Source. On a participé avec une équipe de jeunes, de trentenaires, mais des personnes même de moyenne âge au départ, qui étaient de 25 ans, pour construire cette mosquée, parce que, pas pour qu'il y ait une institution musulmane dans un premier temps. Notre première motivation était la dignité. C'était devenu indigne que d'accepter depuis plus de 30 ans un lieu de culte indigne, au vu et au su de tous les politiciens ou hommes ou femmes politiques qui sont succédés, et de tous les acteurs qui avaient le pouvoir de faire changer les choses dans une commune comme Orléans-la-Source, où il y a une forte population. À un moment donné, il y a eu un GPV, une reconstruction globale de la ville, dans le cadre de ces reconstructions. Et à aucun moment donné, on a dit stop, puisqu'on reconstruit tout un quartier ou un pan où presque 80% de la population est de confession musulmane. Et ça, ce n'est pas de leur faute, puisque c'est ici qu'on les a logés, et c'est un fait social aussi, c'est pas, voilà, c'est les habitations à loyer modéré, pour les appeler poliment. Donc ils se retrouvent et ils se regroupent. On leur reconstruit leur quartier, et on ne leur dit pas à un moment donné, tenez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans cette reconstruction-là, qui viendrait vous apaiser, qui viendrait vous permettre de vous reconnaître dans ce quartier-là, de vous donner une identité. Voilà. À aucun moment donné, on s'est arrêté, on a dit, tiens, peut-être qu'un lieu de culte, puisqu'ils sont de confession musulmane, au tout début du GPV, il y avait un projet dans l'équipe à l'époque de Sueur, où il était maire. Il y a eu 3 projets d'architectes. Un, proposer une mosquée. Dans les 3, n'a pas été retenu celui qui proposait une mosquée. Il y avait, monsieur, projet Chemetov, ouais. Donc l'architecte, le politique a fait un autre choix. L'architecte a proposé. Quand il a pensé, parce qu'un architecte, à mon avis, il a bien fait son travail, il a dû aller sur le quartier, il a dû voir les besoins, les demandes et ce qui pouvait faire plaisir. Et lui, technicien comme il est, s'est dit, à mon avis, une mosquée, ça doit être quand même assez intéressant. Et ça avait séduit, mais pas les hommes et femmes politiques. Parce que construire une mosquée, madame, aujourd'hui, en 2016, c'est encore un accouchement dans la douleur. Et on ne va pas aller très loin. Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran, aujourd'hui sont dans des combats politiques, et uniquement politiques, de maires de gauche, de droite, de communistes, qui freinent avec des pieds, des mains et même les dents pour retarder l'inévitable, c'est-à-dire la construction d'une mosquée. Mais quel malheur! Alors qu'aujourd'hui, depuis maintenant quelques années que nous avons construit la mosquée de la Source, les centaines, quel formidable lieu de rencontre, où j'ai rencontré des gens d'Olivet, pas du fin fond de la Solonne, c'est-à-dire Olivet, on est dans l'agglomération d'Orléans, et qui me dit comme ça, et qui dit à mon groupe, puisqu'on faisait une porte ouverte, vous savez, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais rencontré de musulmans. Mais ce qui est formidable, c'est que vous êtes comme nous. Mais
j'ai pris ça comme un compliment, le nous, déjà, puisque elle fait le fameux nous auquel j'aspire, mais j'ai trouvé ça aussi atterrant. Et de part et d'autre, aux musulmans aussi de faire beaucoup d'efforts et d'aller, je pense, pour casser un petit peu toutes ces peurs ou tous ces stéréotypes, et aux non-musulmans aussi, de se dire à un moment donné, on ne peut pas vivre à côté de personnes. Et ces personnes-là étaient dans cet état d'esprit. Nous sommes venus vous voir parce que nous vivons ensemble. Nous refusons ce projet d'islamophobie. Nous refusons ce projet des uns contre les autres. Nous refusons la fragmentation de notre pays. Nous refusons la peur. Nous voulons construire et faire société ensemble. Et voilà, un outil, une mosquée, pas quelque chose d'extraordinaire, permet ça aussi. Et je vous l'accorde, aujourd'hui aussi, certains travailleurs sociaux à qui on a modifié les cahiers des charges, à qui on leur demande de faire autre chose maintenant que du véritable accompagnement social, parce qu'ils sont sous-objectifs quantitatifs et plus qualitatifs, à un moment donné, ne font plus le vrai travail. Ben oui, à un moment donné, les gens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de fraternité, ils ont besoin d'aide, d'empathie, et s'ils le trouvent dans la mosquée, ben ce n'est pas un malheur. Comme ils l'ont trouvé pendant longtemps auprès des églises, et même comme l'abbé Pierre, dont on a cité quand même pas des moindres, était cet homme-là qui incarnait la France et qui était au service de l'autre. Donc oui, les religions ont fait naître des grands hommes, ont fait naître des mauvaises personnes, comme l'athéisme ou comme le christianisme, ou comme ce ne sont pas les religions qui produisent de mauvaises choses, mais les hommes qui produisent ces atrocités. Donc le procès ne devrait pas être adressé aux religions, mais le procès devrait être adressé aux hommes et aux femmes qui en transforment les choses, qui à partir d'une idéologie font quelque chose de mauvais. Et comme les religions peuvent produire de très bonnes choses, oui, l'islam peut produire de très belles valeurs, de très beaux intellectuels, de très belles femmes, de très belles hommes. Donc, et ça ne doit pas être un frein vers l'autre, ça ne doit être pas un frein de différenciation. Oui, le droit à la différence, parce que chacun... nous croyons, c'est un dogme, la diversité. C'est un dogme, la différence. Parce que nous croyants musulmans, pour vous donner une petite anecdote, c'est un ordre de Dieu d'accepter la diversité. Parce que Dieu dit dans le Coran, si je l'avais voulu, je vous aurais tous fait identiques. C'est moi qui crée le serpent, l'âne, la bestiole, l'être humain, et chaque être humain est différent. Différent physiquement et différent aussi idéologiquement, et c'est ma volonté. Donc respectez cette différence. Parce que si moi, je l'avais voulu, vous serez tous identiques. Donc pour le croyant, ça signifie quelque chose d'énorme. Pour l'athée, il peut trouver ça à partir d'une autre philosophie, d'une autre recherche, d'une autre spiritualité, et ça ne cause aucun problème. À partir du moment où on est dans l'acceptation et le respect. Mais ce qui se passe, et ce qu'on essaye sur laquelle je pense, où ce post-colonialisme ou ce néocolonialisme aujourd'hui, et on sort de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier les atrocités. Quand même, on est dans un continent, l'Europe, une France, l'Allemagne, on a produit des machines à tuer des millions d'hommes et de femmes. Et on n'est pas venu du jour au lendemain à tuer 4 000, 5 000 personnes ou 10 000 personnes. Il y a eu ce travail idéologique qui a été fait avant. On n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et je ne veux pas crier, voilà, mais Eddy Plenel le dit, qu'Émile Zola avertit 50 ans avant, attention. Et quand il écrit pour les musulmans, il dit, voilà, on aurait pu dire pour les juifs en 1900. C'est vrai qu'on n'est pas comme les années 39, je ne dis pas ça. Mais on est peut-être un petit peu avant, 10 ou 20 ans avant. Et que peut-être qu'on essaye certaines personnes qui divisent, qui ont des intérêts économiques, qui ont des intérêts financiers, aiment la division pour pouvoir mieux régner et continuer à s'enrichir les poches. Ça, on le comprend, il n'y a pas besoin d'être un très grand intellectuel, on le voit et on le vit. Maintenant, je pense qu'on a tous une responsabilité pour refuser ce projet-là et construire un autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, un projet qui fait sens à tous les Français et les Françaises, qui se retrouvent dans la liberté, oui, et réaffirmons, parce que moi je pense on parlait des siècles de lumière, etc. À un moment donné, oui, en France, il y a eu de la lumière. Mais excusez-moi, maintenant, on est un peu dans l'obscurité. Et on ne va pas être chauvin en se disant, bon, on a eu la lumière au XVIIe et XVIIIe siècle, et on l'aura éternellement. C'est faux. Les civilisations naissent, brillent et tombent. Donc, par rapport aux autres pays d'Europe, moi je trouve qu'on est vraiment dans une décadence.
Vivre musulman en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est 100 fois mieux que vivre musulman en France. Et ça ne pose pas de problème, on n'est pas dans des questions. Et là, en France, on essaye d'inculquer aux gens un code en disant que voilà, le code, ça a fait beaucoup de débats, il ne faut pas en rajouter. Mais ce code vestimentaire, ou ce code vestimentaire que le foulard, serait un code d'infériorité. Donc intégrez-le dans vos têtes, c'est un code d'infériorité. Quand vous voyez une femme, c'est une femme voilée, c'est quelqu'un d'inférieur, ou qui se sent inférieur, ou qui a été infériorisé. Et moi, mon code, c'est d'être nu. Très bien, ce n'est pas mon code. Faites la promotion de la nudité, c'est votre liberté. Si vous avez envie d'exhiber ce que vous êtes et qui vous êtes, faites-le dans le respect un petit peu. Voilà. Au contraire, si je n'étais pas musulman, j'essaierais de promouvoir une loi quand même pour que les publicités puissent changer un petit peu. Parce que là, si je pars en tant que musulman, ça y est, on va me sauter dessus en me disant voilà un islamiste qui voudrait. Non. À un moment donné, regardez la publicité à 20h, il n'y a que des corps nus pour nous vendre n'importe quoi. Et quand on est avec des enfants ou même adultes, à un moment donné, on se pose des questions. Le corps humain est devenu comme un objet, le corps nu. Alors que non, on peut faire la promotion d'une valeur, d'une pudeur, de quelque chose de... Tout ne doit pas être comme ça, saccagé moralement. Bon, c'est ma promotion, c'est mes valeurs. D'autres, il faut les respecter. S'ils font le choix de la nudité, moi j'accepte. Et je ne viendrai pas dire que ma promotion de l'habillement ou d'une pudeur un peu vestimentaire est meilleure que la tienne. C'est ton choix, tu es dans cette terre, en France, tu es libre de faire ce que tu veux. Laisse-moi aussi avoir ma liberté et faire ma promotion pudique. Si pour moi, la pudeur passe par le vêtement et toi, si la pudeur passe par la nudité, qu'on en débatte, mais qu'on ne vienne pas mettre une hiérarchie à un moment donné en disant la promotion de la femme libre, c'est celle-là, c'est la femme nue. Non. Comme l'homme aujourd'hui, maintenant, ça commence aussi, il faut une nudité masculine aussi dans les pubs. Bon, à ce qui paraît, ça ne fait pas aussi bien vendre que la nudité féminine, mais bon, ce n'est pas ma philosophie. Donc à nous d'avoir un débat là-dessus, de promouvoir des valeurs justes, mais des valeurs qui nous unissent. Et aujourd'hui, je pense que l'unité, elle ne se fera pas comme le disait le porte-parole du CCIF, dans l'unicité de nos opinions, mais non, dans la différence de nos opinions, créons d'autres opinions. Montaigne disait, celui qui me contredit m'instruit. Donc j'aime à ce qu'on me contredise, et j'aime à ce qu'on ne pense pas comme moi. Grâce à cela, je peux apprendre. Donc pourquoi vouloir une uniformisation de l'idée, de la pensée, de la nation, de la nationalité, pour tuer ce fondement qu'est la liberté humaine. Et nous ne l'accepterons pas. De tous les temps, la liberté, c'est quand même quelque chose de... Voilà. À un moment donné, il y a des oppresseurs qui sont capables de priver les gens de liberté, mais jamais ça ne dure. Car l'être humain aime être libre. Et cette liberté, on l'arrache même au prix du sang. Malheureusement, à un moment donné, il faut faire couler le sang. Et c'est ce qui s'est passé dans le passé, on l'a vu. 1789, vous en parlez de la Révolution, ça c'est quand même quelque chose qui a été dans le sang. Après, on peut faire la critique bourgeoise ou pas, etc., même si j'en partage une certaine lecture, mais ça s'est fait dans le sang. À un moment donné, voilà, un proverbe dit que l'arbre de la liberté, c'est un arbre qu'on arrose avec le sang. J'espère qu'on n'en pas arriver là. J'espère qu'on sera capable de pouvoir se réveiller. Parce que derrière le chiffon musulman, en fait, je dis, derrière le chiffon juif qu'on avait fait en Seconde Guerre mondiale, tous les Français de Navarre, de Brest, d'où vous voulez, en ont souffert. Et on ne s'est plus attaqué qu'aux Juifs à un moment donné. Et on est sorti de là, et certaines personnes aimeraient nous y ramener. Faisons attention. Soyons pas naïfs. Voilà. Merci pour ces belles paroles. Merci à tous les intervenants ce soir. Merci à vous d'être restés si tard. Ce débat a été enregistré en vidéo et en audio. On fera tout pour que le contenu arrive à Serge Grouard. Bon, je pense qu'il n'écoutera pas les 3 heures. Parce que vous savez, M. Serge Grouard, il va à la facilité, le monsieur. Donc voilà, il n'écoutera pas les 3 heures, mais on fera en sorte qu'il soit au courant que ce débat a eu lieu et qu'il en écoute des extraits. Merci à vous d'être restés ce soir.